Aujourd'hui, je reçois Valentin Chaput, qui est le cofondateur d'Open Source Politics, et j'aimerais parler avec toi, alors à la fois du phénomène des civic tech, et puis plus largement de l'imbrication nécessaire entre d'un côté un besoin politique, une participation des citoyens, et de l'autre côté un développement technologique, et puis d'une certaine manière aussi des usages politiques qui peuvent être très rapidement adoptés. Toi, tu as un parcours assez intéressant parce qu'en fait, totalement croisé, totalement presque bipolaire. D'un côté, tu as un engagement politique, tu as travaillé à la mairie d'Aubervilliers. Et puis de cet engagement politique-là, tu as eu, tu vas nous expliquer pourquoi et comment, mais l'intérêt de la technologie. Tu t'es formé, tu sais coder, tu t'es aussi évidemment intéressé à toutes ces questions qui sont liées à la blockchain, au mobile, etc. Pour créer Open Source Politics, qui aujourd'hui permet aussi de déployer et d'inventer des moyens de faire de la politique autrement. Comment tu as chopé le virus de la politique et de la technologie ? Bah déjà, merci Maxime de me recevoir, merci pour ce format et bonjour à tous. Le virus de la politique, c'est d'ailleurs une question qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait qu'on le chope et est-ce qu'on peut reproduire ce modèle sur d'autres personnes, etc. C'est vraiment un mystère pour moi. Moi, je l'ai finalement depuis très longtemps, le virus de la politique. Déjà assez jeune, ça m'intéressait. L'actualité me passionnait quand j'étais ado. J'ai fait des études de Sciences Po, donc parcours assez classique. Je me suis intéressé aux questions européennes beaucoup. C'est d'ailleurs un peu dans ce cadre-là aussi qu'on s'était rencontrés il y a quelques années. Tu avais fait un film ou tu avais fait le tour de l'Europe ? Tour d'Europe, voilà. J'ai été interrogé des jeunes à travers l'Europe sur... C'était il y a 5 ans pile d'ailleurs, en fait l'anniversaire, sur leur vision du rêve européen. Et évidemment, c'est d'actualité. Aujourd'hui, évidemment, c'est toujours d'actualité, effectivement. Et c'est très intéressant de voir aussi à quel point ces idées peuvent évoluer à travers le temps, et en un temps finalement assez court, 5 ans. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées au niveau européen, pas forcément dans le bon sens, mais on pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard. Et puis après, j'ai voulu aussi me rapprocher un peu plus des choses concrètes de la politique de terrain, puisque c'est vrai que j'avais une vision très académique, des cours, un truc très universitaire, très centré sur les grands débats d'actualité, mais finalement j'avais jamais compris ce que c'était vraiment que la politique. Et donc j'ai eu la chance l'opportunité d'aller travailler à Aubervilliers pendant 3 ans, et à Aubervilliers j'ai accompagné d'abord l'ancien maire d'Aubervilliers, Jacques Salvatore, sur la conduite de toutes ces politiques, et il a essayé pendant un mandat de 6 ans, de transformer sa ville. Il faut savoir que c'est la ville d'Île-de-France, en tout cas de proche couronne, directement en contact avec Paris, qui a la population la plus pauvre. Et en même temps, c'est un territoire qui se développe très vite, parce qu'il y a encore du foncier disponible, donc il y a des grandes entreprises, un grand campus en projet, un grand centre commercial, etc. Donc il y a toute une dynamique. Et le problème, c'est que la population en bénéficie très peu, la population réelle d'Aubervilliers. Et donc, tous ces mécanismes m'intéressaient beaucoup, et d'être au cœur de ces transformations, c'était passionnant. Et en fait, il se trouve que moi, je l'ai accompagné, j'étais son directeur de campagne, on a fait beaucoup de politiques classiques. Et puis, il a perdu en 2014, comme beaucoup de maires sortants. Déjà parce qu'il y avait les ferments un peu de la défiance vis-à-vis du politique. Il y avait plein d'autres raisons évidemment locales, mais ça se retrouve un petit peu partout. Et en fait, ça m'a ouvert une nouvelle porte, c'est que mon contrat à la mairie se poursuivait encore pendant quelques mois. Et du coup, la nouvelle équipe a essayé de me trouver un endroit où aller. Et donc j'ai remplacé quelqu'un sur les problématiques de logement et vraiment d'hébergement, un petit peu d'urgence, de personnes en grande difficulté, notamment après des accidents, des incendies, etc. Et là, en fait, j'ai découvert sur les 9 derniers mois de mon expérience à Aubervilliers, ce que j'avais finalement assez peu vu sur les 2 premières années, qui était vraiment de l'accompagnement concret avec des gens très opérationnels, assez dépolitisé dans le sens, c'est pas une question d'idées, de conviction, etc. Mais par contre, c'est très concret et c'est là qu'on aide vraiment les gens. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, c'est la première chose qui m'a beaucoup marqué dans cette transition que j'ai engagée. L'autre aspect, c'est que on sortait d'une année 2014 où du coup, voilà, j'avais mené une campagne, on l'avait perdue, j'étais engagé sur le sujet européen et puis le FN a été premier parti aux élections européennes, donc
j'ai compris qu'il y avait un truc qui marchait pas, et dans l'approche qu'on avait, le retour de la population, des citoyens, la difficulté à parler de politique aussi, c'est quelque chose, je sais que toi tu t'y es assez attaché aussi. C'est pas simple aujourd'hui de parler de politique, il y a beaucoup de gens qui se sentent soit pas impliqués, soit pas écoutés, il y a plein de facteurs différents, et c'est pour ça que revient à la question initiale, qu'est-ce qui fait qu'on est intéressé par la politique. J'ai pris un peu de recul avec les structures classiques, institutionnelles, partisanes, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait tout un champ associatif, numérique notamment, qui échappait à la vision d'un côté des hommes politiques, des dirigeants traditionnels, et de l'autre côté que cet univers-là, finalement, était pas vraiment non plus ouvert au discours, au dialogue avec les institutions, avec les pouvoirs publics, et avec la poursuite aussi de l'intérêt général finalement. Et donc j'ai essayé de faire un peu un pont entre les deux. Et donc ma réorientation professionnelle a d'abord commencé par une formation au Wagon, qui est donc une école, une de ces formations qui permet d'apprendre à coder, ou en tout cas de comprendre cet environnement du développement web en temps accéléré, donc en 9 semaines très intensives. J'ai pu commencer à appréhender tout ça, et à la base pas forcément pour faire un usage politique, mais le virus est vite revenu, parce qu'une fois qu'on comprend à quel point ces outils sont puissants, et puis évidemment on change aussi notre état d'esprit, c'est-à-dire qu'on passe d'un mode où on est attaché aux idées, aux grands principes, etc. On passe à quelque chose de très très opérationnel, c'est qu'il faut que chaque jour il y ait un petit truc qui soit amélioré, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, on avance, et même si on n'a pas la vision globale, on commence par de l'opérationnel, on teste, on rate, et puis on recommence, et ça avance. Et donc ça, tout ce nouvel état d'esprit, j'ai essayé de me l'appliquer à moi-même, parce qu'il y a parfois une violence aussi, parce qu'on n'est pas forcément dans cette vision du travail dans les études classiques en France. Et puis, je me suis lancé un petit peu dans la découverte de tous ces projets Civic Tech, et je vais y venir, et jusqu'à maintenant, là, du coup, dans une démarche vraiment entrepreneuriale pour essayer de transformer ces bonnes intuitions autour de la technologie pour qu'elles soient vraiment utiles aux politiques. Et là, il y a plein de biais. Alors, du coup, tu m'invites à présenter un peu la Civic Tech. C'est pas évident. Peut-être aussi commencer, parce que c'est intéressant. Ton premier projet, Civic Tech, il était sur en fait la pédagogie à la loi, et aussi sur la possibilité pour les gens de suivre, alors tu vas nous l'expliquer, mais de suivre l'historique, entre guillemets, des modifications de la loi, pour aussi se re-questionner eux-mêmes, avoir une source d'information différente et concrète, réelle, sur la loi. Ça veut dire aussi que tu as quand même vu autour de toi plein de gens qui ont envie, qui ont besoin de ce niveau d'information-là. On le voit aujourd'hui avec tous les complotistes sur Internet, ou plein de gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Comment toi, ce premier projet-là, il t'a mis en fait le pied à l'étrier? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la politique sur Internet, ça fait des années que ça existe. Et d'ailleurs, effectivement, les réseaux complotistes, les réseaux, globalement, toutes les idées qui ne se retrouvaient pas dans le champ médiatique, ont trouvé un refuge et un canal de diffusion très très massif et très viral sur Internet. Donc il y a ce premier champ des idées, puis après il y a comment on transforme tout ça aussi en action politique. Donc la Civic Tech, quand même, pour préciser ce que c'est aux personnes qui n'ont pas forcément une bonne appréhension de cette notion, c'est une série d'outils, et il y a une palette très large qui permettent de renforcer l'engagement des citoyens, d'améliorer la participation démocratique et de renforcer la transparence des gouvernements. Donc c'est vraiment 3 volets très importants qui définissent une dynamique de gouvernement ouvert, où il y a un nouveau rapport en fait entre les citoyens et leurs institutions, et donc une amélioration, voire une transformation du système politique global grâce à l'apport du numérique. Cet apport du numérique, c'est pas suffisant évidemment, il faut que ça soit construit sur du réel, sur du concret, mais ça je vais y revenir. Et justement, c'est sur cette approche assez pragmatique que je m'étais lancé sur ce premier prototype qui s'appelle Parole. On peut toujours trouver sur Internet ce à quoi ça ressemblait. C'était un prototype, en fait, partant du principe que le citoyen ne comprend pas. Vous savez, il y a ce célèbre adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Sauf que la loi, en fait, c'est quelque chose de très flou et on ne rentre jamais vraiment dedans. On laisse un peu ça, comme ça, à l'expertise éclairée, soi-disant, du Parlement. Mais finalement, c'est très très
C'est très compliqué et c'est pas forcément adapté au XXIe siècle, la manière dont on produit des lois. Parce qu'en fait, une loi, c'est une instruction de modification dans les codes de loi en vigueur. Donc les codes, c'est les gros bouquins rouges que vos amis qui font du droit potassent avant leur partiel. Et en fait, un texte de loi, c'est pas un texte qui est compréhensible comme ça quand on le lit. Ça va être à l'article L quelque chose de tel code, c'est une grammaire qui dit on va modifier tel mot et on écrit ça à la place. Et ça, en fait, ça rend le travail de compréhension de la loi très très difficile et évidemment le citoyen passe complètement à côté. Et donc le premier projet c'était simplement de partir de cette idée que c'est des instructions d'écriture et donc c'est comme si on avait un énorme document partagé et dans lequel on aurait tous les textes en vigueur et puis petit à petit à chaque amendement une instruction de modification. Et donc on pourrait se positionner de manière beaucoup plus précise sur l'augmentation de tel taux, la transformation de tel article en un autre, etc. Tout simplement parce qu'on aurait une lecture assez linéaire, assez classique de la modification possible. Alors, c'est là que, partant de là, je me suis aussi confronté à la difficulté technique, parce qu'il y a un vrai mur. Évidemment, Internet et le développement permettent de faire beaucoup de choses, mais c'est parfois difficile quand les dispositifs n'ont pas été conçus pour être transformés en numérique. C'est difficile de créer des bons outils rapidement. Et finalement, c'est une des citations qui résume le mouvement Civic Tech, c'est une citation de Pia Mancini, qui est une Argentine, une politologue, qui a créé plusieurs projets, dont Démocratie OS, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Elle a dit lors d'une conférence TED qui a fait un peu sa renommée, en 2014, elle dit, finalement, on est des citoyens du XXIe siècle, avec notre envie de participer, et notre habitude à participer au quotidien, quand on fait des likes, quand on partage des articles, quand on s'engage via Internet, etc. On est déjà des citoyens actifs sur Internet. On est confronté à des institutions qui, elles, dans la plupart des démocraties représentatives, au moins occidentales, en Europe, datent du 19e siècle, à peu près, dans leur mode de fonctionnement. Et ça a très peu changé, finalement. On écrit la loi en 2016, comme on l'écrivait au début du 19e siècle, quoi. Et surtout, le levier matériel de l'écriture de la loi, ça reste le papier. Et donc si vous allez à l'Assemblée, au Sénat, vous avez toujours des bouquins énormes avec juste 3 modifications qui sont renseignées et on vous ressort tout, on tue plein d'arbres pour faire ça. Alors qu'en fait, des outils numériques pourraient totalement les remplacer. Et ça, c'est vrai à travers le monde. Aux États-Unis, ils ont aussi quelques applications un peu innovantes comme ça pour suivre ne serait-ce que les horaires de débat, les choses comme ça, etc. Et donc, on est des citoyens du XXIe siècle, qui essayent de faire fonctionner des institutions du 19e et qui sont basées sur une technologie qui globalement n'a pas évolué depuis le 15e siècle, le papier. Et c'est pas évident qu'en fait le numérique arrive vraiment à tout changer. Mais par contre, il y a un volet de modernisation qui est possible grâce à la Civic Tech. Alors la Civic Tech, une fois que je vous ai donné ces 3 objectifs principaux tout à l'heure, on peut passer au champ d'action que ça couvre. En fait, c'est toute une boucle. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une société où tout s'accélère, une info en chasse une autre, ça va très vite, on n'a aucune mémoire collective de ce qui se passe. Il y a un premier enjeu qui est très important, qui est de mieux informer les citoyens. Et donc ça, c'est effectivement leur permettre de lire la loi, c'est déjà un premier objectif, mais ça va être aussi permettre de décrypter l'actualité, permettre de comprendre les programmes politiques, de les comparer, ce qui est souvent difficile. Et donc ça, il y a des projets qui permettent de faire ça. Une fois que le citoyen est bien informé, on va essayer de le mobiliser. Et donc, mettons qu'il a été comparé des programmes sur Vox.org, qui est un comparateur français qui compare des programmes, depuis 2012. Il sait qu'il se positionne pour un tel plutôt qu'un autre. Derrière, il veut s'engager. Et là, il y a des plateformes de mobilisation. Et donc la mobilisation, on en parle beaucoup de manière un peu négative, ce qu'on appelle le slacktivisme. C'est-à-dire, c'est simplement faire un petit like et penser, ou alors signer une pétition sur change.org et penser que ça y est, notre devoir de citoyen est fini. Ça a été beaucoup critiqué et en fait, les études montrent qu'on ne devient jamais un citoyen hyper actif, hyper engagé, hyper productif, sans passer par ça. C'est-à-dire qu'au départ, il faut trouver la cause qui nous mobilise. Et encore une fois, on revient à la question initiale. Qu'est-ce qui fait qu'on est intéressé par la politique ? Ça va être différent pour chacun. Ça va être des déclics un peu individuels qui peuvent se passer à tout âge, tout horizon social, etc. Et qui vont faire que sur un sujet, on se dit, là, il y a quelque chose qui est important. Là, c'est de la société
dont il est question, et là j'ai besoin de m'engager, j'ai besoin de dire ce que je pense, et un tel me représente, une telle aussi, je préfère une telle, etc. Et donc, comment on passe de ces micros-engagements à des mobilisations plus fortes, des mobilisations plus militantes, et ça on rejoint de l'action donc politique, partisane, des campagnes, mais aussi de l'association, de l'ONG, des causes, globalement le secteur des causes. Et ça, il y a des outils en fait, qui permettent de gérer beaucoup plus efficacement, comme une entreprise va mieux gérer ses stocks, etc., grâce au numérique. De la même manière, il y a des outils. En France, on peut citer par exemple l'IEG Muller-Ponce, qui est une start-up qui a été montée par des étudiants qui étaient aux États-Unis au moment des campagnes d'Obama et qui ont construit tout un dispositif d'amélioration de dispositifs militants, de porte-à-porte, d'aller à la rencontre des citoyens, etc. Et de faire un reporting numérique pour profiter de toutes ces données accumulées pour mieux cibler ces actions militantes, etc. Donc, citoyens mieux informés, qui se mobilisent. Derrière ça, il y a tout un enjeu de transformation réelle des institutions. Et en fait, il y a des règles de fonctionnement, mais il y a aussi des personnes qui font vivre ces institutions. Et un des problèmes auxquels on se confronte, c'est, et peut-être plus particulièrement en France, parce qu'on a des institutions qui sont, pour les connaître bien de l'intérieur, aussi bien au niveau local que national, et partisans du coup, il y a des mécanismes de blocage et de reproduction et de cooptation interne, etc., etc. Et ça, en fait, c'est assez néfaste, il faut arriver à en sortir, et le numérique peut permettre de le faire. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de parler un petit peu de la primaire.org, par exemple, permettre de renouveler en fait, le personnel politique, ou en tout cas c'est la promesse, en donnant la possibilité à des citoyens de sélectionner un nouveau personnel politique. Et en fait, le numérique permet de rassembler les gens, les énergies, et donc de faire converger un certain nombre de citoyens qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes envies, sans passer par la forme un peu traditionnelle du parti, de la carrière politique, etc. Et ça, il y a une aspiration très forte dans tout le secteur numérique, tout le secteur de la tech, des startups, et la jeunesse globalement qui est connectée, de participer beaucoup plus dynamiquement, beaucoup plus activement à la vie politique, et pas d'attendre 5 ans pour revoter pour ou contre un tel, etc. Et donc là, il y a une série de projets, de mouvements, et on voit d'ailleurs toute l'amplitude de la Civic Tech. C'est à la fois des institutions qui vont ouvrir des consultations. Donc moi, par exemple, j'ai un petit peu travaillé avec un projet qui était mené par la ville de Nanterre, qui était l'idée que sur beaucoup de programmes publics, la ville met en ligne des sujets et ouvre aux citoyens un espace de participation, de co-construction. On peut penser à la même chose, le Parlement et citoyens, par exemple, et un projet qui, depuis 2013, a permis en fait, à des députés d'ouvrir à la contribution des programmes, des propositions de loi en fait, qu'ils étaient en train de rédiger. Ou à l'inverse, d'en soumettre aux députés. Ou à l'inverse, d'en soumettre. Voilà. Ça a plus marché sur l'aspect consultation, mais la boîte à idées peut fonctionner aussi dans le sens inverse. Et donc ça, c'est des projets voilà, où on va intervenir un peu plus dynamiquement, et on y reviendra tout à l'heure, puisqu'on va parler un peu de blockchain, un peu de délégation de vote, etc., dans la prospective, finalement, la vision future de la démocratie. Mais c'est des embryons d'expérience assez intéressants sur ce plan-là. Et puis, il y a des gens qui veulent essayer un peu de hacker le système, de changer un peu les règles, tout en jouant avec, parce que les institutions, c'est très compliqué à changer. C'est des histoires de constitution, et on le voit avec tout ce qui se passe, notamment sur le champ européen, que ça prend du temps, que c'est long, que c'est compliqué. Et donc ça, par exemple, c'est une initiative dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le collectif Ma Voix, qui est l'idée qu'on pourrait sélectionner un autre personnel politique. Donc là, ça passerait par du tirage au sort de candidats qui après se présenteraient avec cette promesse de suivre les avis exprimés sur une plateforme. Et donc, sur un sujet de loi, plutôt que de finalement ne pas avoir votre mot à dire parce que c'est votre député que vous avez élu pour 5 ans et il peut prendre une position qui n'est pas la vôtre, bah là, du coup, vous allez pouvoir donner votre avis, vous positionner, et la somme de ces avis va faire émerger une position. Alors, elle peut être majoritaire, elle peut être aussi un peu plus morcelée, à 70-30, enfin, on ne sait pas, il y a plein de configurations possibles. Et derrière, des élus citoyens comme ça, de ce collectif-là, ont l'engagement de porter cette voix-là et donc voter en fonction de ce qui a été exprimé sur la plateforme. Donc en gros, c'est une démarche beaucoup plus directe grâce au numérique. Alors,
c'est une expérience qui va dépendre des résultats des futures élections en 2017. Mais et puis ça pose un certain nombre de questions constitutionnelles. Mais c'est intéressant parce que ça a lieu d'ailleurs un peu partout dans le monde, des expériences similaires, et ça repose la question de la représentation. Voilà, on est en train de repenser la représentation grâce au numérique, qui permet... la légitimité aussi. Et de la légitimité politique. Et d'ailleurs, à l'inverse, ça invite aussi à réfléchir et à renforcer cet enjeu-là de légitimité et de performance du discours, des propositions, et de sincérité aussi, puisque le monde politique a beaucoup souffert, à juste titre, dans cette perte de confiance, de promesses non tenues, de démarches très carriéristes, très opportunistes, et l'actualité nous montre que c'est toujours très présent dans le spectre politique, malheureusement. Donc on s'est informé, mobilisé, on a trouvé des leviers d'action dans les institutions, en jouant un petit peu avec elles, en les transformant. Derrière, il y a l'enjeu quand même de prendre de meilleures décisions ensemble, parce que c'est finalement le but, la démocratie, c'est avant tout d'arriver à faire émerger des positions communes, un intérêt commun. Et le numérique, là aussi, peut permettre à beaucoup plus de monde de s'exprimer en temps réel, de développer des expertises, de se renseigner, de s'informer, et puis de prendre des positions. Et finalement, c'est une des images qu'on a souvent, on parle souvent de la démocratie athénienne. Alors parfois de manière un peu incomplète, parce que c'était une société où finalement c'était qu'une minorité qui avait accès à ces fonctions de citoyens athéniens à part entière, et donc accès à cette fameuse démocratie quasi directe. Mais il y a un peu cette idée-là que depuis, le modèle démocratique s'est fondé sur la représentation, et donc une élection, qui, étymologiquement parlant, donc sur vraiment le sens du mot, est le contraire de la démocratie, c'est-à-dire qu'on élit quelqu'un, on élit une élite, au lieu de faire confiance à n'importe qui parmi les égaux. Finalement, le numérique permet de rompre cette difficulté qui est d'avoir une assemblée de tous les citoyens présents au même moment et qui a suffisamment de temps pour permettre à chacun de s'exprimer. Sur le numérique, vous pouvez commenter à 2 h du matin un texte et vous exprimer en même temps que celui qui est à Nouméa ou l'autre qui est au Canada. Et il y a c'est un peu un mythe encore, hein, mais virtuellement c'est possible en tout cas. Et donc cette promesse de prendre de meilleures décisions collectives avec les gens qui sont intéressés, les gens qui sont les usagers, les gens qui sont vraiment concernés par un sujet, etc. etc. Voilà. Et ça s'applique donc à un champ démocratique qui n'est pas seulement celui de l'écriture d'une loi nationale, etc. C'est vraiment dans votre projet associatif, dans votre entreprise, dans votre vie quotidienne, etc. Il y a beaucoup de sujets qui vous permettent d'envisager une prise de décision démocratique, collective, beaucoup plus horizontale, et ça correspond à l'esprit de notre temps, grâce à des outils numériques. Voilà, il y a plein de plateformes, plus ou moins descendantes comme Démocratie OS, au contraire assez ascendantes comme Lumio. Il y a une ribambelle de possibilités là-dessus, avec des outils qui sont souvent open source, et donc souvent réplicables, améliorables, etc., assez, à moindre coût, assez facilement. On s'est informé, on s'est mobilisé, on arrive à réinventer la représentation et la participation, et donc la légitimité, comme tu le disais Maxime. On prend des meilleures décisions, et puis en bout de chaîne, il va falloir les évaluer, il va falloir contrôler, il va falloir être transparent dans cette mise en place de politique, parce que là on est resté sur des idées, mais maintenant ce qui compte c'est aussi le concret. Et ça c'est du coup mes expériences aussi de terrain qui montrent que on peut voter toutes les lois du monde, tant que personne n'a pas vu l'application, il ne s'est rien passé. Voilà. Et rendre compte, ça le numérique permet aussi de le faire, parce que ça traite beaucoup de données, parce que ça permet de les exploiter différemment, de les comparer à plus grande échelle. Et donc là, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, de cette évaluation, de cette transparence. Voilà. Donc on a tout ce spectre d'outils Civic Tech, de promesses, parce que pour l'instant, c'est encore des outils qui sont assez récents, qui ont 2-3 ans pour les plus anciens, certains beaucoup plus récents encore. C'est des belles promesses, et pour l'instant ça ne touche pas encore assez de monde. Et donc, premier biais, c'est que ce n'est pas vraiment représentatif. Et les gens qui contribuent à ces outils, c'est avant tout des gens qui étaient déjà un petit peu dans le système, déjà impliqués dans la démarche classique et qui voient un moyen plus efficace de le faire. Donc évidemment c'est le cas, c'est bien, mais on n'a toujours pas fait contribuer le mec qui est à Aubervilliers, qui est éloigné, qui en a besoin, etc. Voilà. Et donc ça, moi, ma première conviction très forte sur cet enjeu-là, et ça vient de mon double parcours aussi, c'est que on a besoin du numérique pour aller chercher plus de monde, pour aller rajeunir un peu la participation, pour aller rendre ça plus dynamique,
Mais on a aussi besoin que ce soit très très ancré sur des dynamiques physiques, territoriales, des rencontres humaines, et des etc. problèmes On ne concrets. peut pas tout dématérialiser, et des problèmes concrets, évidemment. Et donc on ne peut pas tout dématérialiser, on ne peut pas juste mettre une plateforme en partant du principe que les gens vont venir naturellement contribuer. Au contraire, il faut vraiment relier les deux. Et là, si on crée ce pont-là, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure tous les deux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'une part que le monde politique, il ne s'est pas encore vraiment posé cette question-là. Ou alors il a un regard assez réticent sur oui, mais finalement, j'ai déjà l'habitude de faire les choses à ma sauce, ça marche déjà très bien, votre outil c'est compliqué, les gens ne savent pas s'en servir, tout le monde n'a pas internet, blablabla. Et de l'autre côté, le monde de la tech part du principe que l'État c'est fini, la politique publique ça sert plus à rien, l'économie c'est beaucoup plus... l'initiative privée est beaucoup plus efficace, etc. etc. Et ça c'est tout un mythe qui est véhiculé par les valeurs de la Silicon Valley, en tout cas une partie, etc., par un modèle assez libertarien américain qui se développe et qui est assez puissant en termes de soft power. Hein. C'est vraiment quelque chose dans lequel on est parce qu'on est fasciné par tous ces entrepreneurs milliardaires qui font plein de trucs et qui piquent nos données. Mais derrière, il y a une incompréhension et une méconnaissance assez dramatique aussi de ce que c'est concrètement que la situation du mec qui est en difficulté, du mec qui a besoin de services publics, du mec qui a besoin... Voilà. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à un équilibre entre un vieux monde, parce que clairement c'est un vieux monde, le monde politique, particulièrement en France, c'est celui que je connais le mieux, mais je pense que ça peut se retrouver dans pas mal de démocraties occidentales, où globalement on est quand même assez enfermé dans des logiques assez low-tech. On ne voit pas le numérique comme un levier d'empowerment, de participation citoyenne réelle, avec de l'impact, parce que c'est aussi remettre en cause le pouvoir en place. Et de l'autre côté, il y a ce rêve, ce mythe qu'on pourrait se passer complètement aussi de ce vieux monde. Et on a besoin de construire un peu un pont entre les deux. Et cet équilibre, il n'est pas évident à trouver, hein, parce que il passe aussi par un certain nombre de valeurs. Et la Civic Tech, je pense qu'elle est aussi, parce que là c'est un peu le sujet à la mode, on est à un an de la présidentielle, tout le monde se dit qu'il y a un truc à faire, etc., etc. Il commence à y avoir un tout petit peu d'argent qui pointe le bout de son nez, donc tout le monde est motivé par ça. Et en fait, on peut être confronté à du civic washing, c'est-à-dire qu'on va avoir... des acteurs économiques très traditionnels qui n'ont pas de vraie vocation à partager, à s'engager dans des démarches politiques, mais qui voient qu'il y a un business, donc le prennent, avec beaucoup plus d'efficacité que tous les petits collectifs associatifs, etc., qui ont des bonnes volontés, mais qui n'ont pas de moyens, concrètement. Et à l'inverse, le monde politique peut se faire un peu berner par une recherche d'efficacité, etc., alors qu'en fait, l'efficacité du numérique, de la Civic Tech, ça va être justement d'aller faire un déclic chez les gens qui aujourd'hui ne participent pas et qui vont voir que, sur un sujet concret, ils peuvent rencontrer des gens, ils peuvent monter un projet, ils peuvent l'accompagner, ils peuvent le réaliser. Et c'est ça la politique, voilà, c'est ça ce qui est concret. Voilà donc un peu l'environnement dans lequel on est. Et pour parler un peu pour faire un peu ma pub, ou en tout cas des projets qu'on mène, parce qu'évidemment, ce constat-là, moi je l'ai construit aussi depuis 18 mois, en débarquant aussi plein d'enthousiasme, en me disant ok, on va tout changer grâce au numérique. Et puis petit à petit, on est confronté aussi à des outils qui sont pas si efficaces que ça, sont pas si simples que ça à appréhender. Un public qui vient pas forcément, qui le comprend pas ou qui s'en sert pas de la manière dont on avait imaginé que ça allait se passer. Et donc ça, c'est l'histoire du numérique, hein, c'est ça qui est fascinant. Et vraiment donc la volonté de mettre beaucoup de valeur en fait dans cette démarche. Et sur le plan numérique, ces valeurs, elles passent par de l'open source, c'est-à-dire de la collaboration. Et là, j'aurais plein d'histoires à vous raconter, de belles histoires de démarches open source. Démocratie OS, du coup, qui est un projet créé en Argentine pour essayer de justement faire participer plus les citoyens à l'activité locale à Buenos Aires. Un logiciel donc, qui est développé par des Argentins, qui est progressivement utilisé à travers le monde. Une antenne française se crée de manière associative l'année dernière. La ville de Nanterre est partenaire et encourage, investit pour qu'il y ait beaucoup de développement. Et comme c'est une démarche open source, tous les développements qui ont été faits à Nanterre, en fait, ils ont été renvoyés
à la version internationale. Et aujourd'hui, le gouvernement argentin, officiellement, fait une démarche de consultation qui utilise des morceaux de code qui ont été faits en France par l'association Démocratie OS. Et ça, c'est l'open source. Et on a plein d'exemples comme ça d'outils créés par des acteurs plus forts. La Maison Blanche a créé ses propres outils de pétition, etc., qui ont été réutilisés par d'autres. On a vraiment un certain nombre de sujets. Et un bon exemple récemment, c'est aussi la démarche de Podemos, qui s'est construit sur un mouvement assez générationnel, en tout cas qui a intéressé cette génération connectée, numérique, qui a voulu refonder la politique et qui s'est du coup posé la question du numérique pour le faire. Et Podemos a remporté plusieurs élections locales, municipales, récemment, et notamment dans les plus grandes villes espagnoles, Madrid, Valence, Barcelone. Et en fait, s'est posé la question de la transformation par les outils. Et ils se sont dit, on ne va pas investir à chaque fois dans des outils différents, on va créer un outil et on va tous l'avoir. Et ils ont fait un outil open source, un portail qui s'appelle Consul, qui fait des budgets participatifs, qui fait des remontées d'idées, de la participation citoyenne, etc. Et en fait, cet outil, ils le mettent à disposition après de toutes les communes qui sont à travers le pays, y compris celles qui n'avaient pas les moyens d'investir. À l'inverse, on a des démarches, mais ils sont en train de le réaliser et probablement de changer un peu de fusil d'épaule. On a l'outil de budget participatif de la ville de Paris, qui a été créé en interne par la ville de Paris, qui est du coup pas du tout ouvert. Du coup, des communautés de développeurs ne peuvent pas s'en saisir pour essayer de l'améliorer un petit peu. Il est déjà très performant, mais on pourrait toujours revoir quelques dispositifs. Et surtout, quand une autre ville française ou internationale vient voir Paris en disant « c'est super ce que vous avez fait, vous étiez pionnier sur le budget participatif, comment je fais pour avoir la même chose ?» Ils disent « on ne peut pas vous le donner parce que en fait, on l'ouvre pas. » Voilà. Et donc, là aussi, c'est deux mondes qui se rencontrent. C'est un monde assez classique de la propriété intellectuelle, du projet qui a un but lucratif avant tout, etc. Et à côté, un monde assez collaboratif, assez ouvert, assez fondé sur des licences ouvertes, des licences libres, le mouvement des Creative Commons, etc. Et le numérique apporte ça. Et pour le coup, si ça a apporté ça au monde politique, et on peut voir au-delà des enjeux de plateforme, si ça a apporté de l'esprit de coopération, de collaboration au monde politique, ça serait déjà aussi quelque chose d'assez intéressant, quoi. Tu parlais de mythes et tu parlais de valeurs, et en fait, la technologie n'est pas exempte d'idéologie, bien au contraire, elle en véhicule une. Il y a une technologie particulière dont j'aimerais qu'on parle très brièvement, c'est les blockchains et ce qu'on appelle les smart contracts. Et en fait, l'équipe qui développe Democracy OS développe un projet qui s'appelle Democracy Earth et qui fonctionne justement sur la blockchain. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple et en quelques mots à la fois ce que c'est que la blockchain et Democracy Earth, et d'une certaine manière, est-ce que finalement c'est porteur d'une idéologie révolutionnaire ou est-ce que ça peut s'adapter au moule des institutions telles qu'on les connaît? Alors, la blockchain, c'est un de ces mots aussi à la mode, tout le monde commence à en parler, et c'est pas forcément simple de comprendre ce que c'est. Moi-même, je ne revendique pas d'avoir vraiment compris comment ça marchait, mais ce que j'ai compris, et ce que je peux expliquer, du coup, c'est à peu près trois choses. Alors la blockchain, ça a été créé en fait à partir du protocole qui fait fonctionner Bitcoin. Donc Bitcoin, la monnaie numérique, etc. En fait, c'est trois choses. C'est d'abord garantir l'identité. C'est-à-dire qu'on va enregistrer une information sur c'est bien moi qui possède un Bitcoin, c'est bien moi qui possède un vote, un droit de vote. Si on fait l'image avec la politique, c'est un protocole d'échange. Et donc, ça va être je donne mon Bitcoin à Maxime. Ou alors, je vote à telle élection. Ou sur tel sujet, sur la plateforme. Et derrière, surtout, c'est là que c'est important, c'est le registre qui va justement notifier toutes ces transactions. Et donc, si vous partez sur le monde réel, vous avez votre banque qui possède votre relevé bancaire. Et il y a qu'elle qui le possède. Et donc si demain votre banque fait faillite, vous n'avez plus de relevé bancaire, vous n'avez plus cette historique. De la même manière, quand vous votez en physique, vous avez une liste d'émargement, vous la signez, et si le bâtiment brûle, on ne sait plus si vous avez voté ou pas. Voilà. Et là, en fait, c'est un modèle qui casse cette logique de centralité. La blockchain, c'est un modèle complètement distribué. Et distribué, ça veut dire que en fait, ce registre, qui enregistre toutes les données, en fait, chaque utilisateur va en posséder une copie. Et du coup, mettons que j'ai donné mon Bitcoin à Maxime, mais qu'il estime que en fait, je ne lui ai pas encore donné. Si on n'est que nous deux dans la transaction,
ça va être à qui il fait confiance. Enfin, un tiers ne peut pas dire si lequel a raison. Par contre, si il y a 10 personnes qui ont la copie de la transaction que j'ai faite, du coup, tu pourras plus dire « il ne me l'a pas donné ». Parce que tout le monde sait, et donc ça fonctionne sur la confiance. On sait que d'autres acteurs ont l'information. Ça peut transformer le monde de la finance, de la bourse. Mais est-ce qu'en politique, ça pourrait changer les choses? De la même manière, en fait, si je vote à une élection sur ma plateforme et que on a besoin de vérifier l'authenticité du vote. Et le fait que j'ai voté qu'une seule fois, et la blockchain le dit parce que c'est mon identité unique, il n'y a qu'une seule personne qui peut se revendiquer de cette identité, et je ne peux pas voter plusieurs fois parce que je peux avoir qu'une seule identité. Voilà. De la même manière, du coup, cette donnée, du fait que j'ai voté, va pouvoir être stockée sur la blockchain. Donc la blockchain, c'est une série d'informations qui sont enregistrées sous forme de blocs. Voilà, on enregistre toute la liste de blocs. Et évidemment, je peux essayer de trafiquer une élection aujourd'hui sur Internet. Je peux voter 4 fois, je peux m'appeler Paul Bismuth et voter en parallèle, ça. Bon. Là, du coup, non, parce qu'en fait, l'information du fait que j'ai déjà voté, si elle est partagée avec 65 millions d'autres personnes qui sont connectées, je ne peux pas trafiquer 65 millions de données. Surtout qu'elles s'enregistrent toutes à la chaîne, donc si je ne vais pas très très vite, j'ai 65 millions fois toutes les données qui ont été enregistrées après moi. Et donc potentiellement, ça rend très difficile à falsifier, voire presque infalsifiable, les données enregistrées. Et donc, dans le domaine de la démocratie, les données de vote. Et donc, on peut savoir avec une quasi totale fiabilité, en tout cas dans le modèle, que l'élection en ligne n'est pas truquée. Voilà. Et ça, en fait, c'est une promesse. On n'y est pas encore totalement. Il y a encore des gens qui pensent que ça ne répond pas à 100% en fiabilité, mais que peut-être, de toute façon, le numérique ne répondra jamais à 100%, de même que d'ailleurs le physique ne répond pas à 100% à la fiabilité. On fait confiance parce que c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui, mais voilà. Et donc ça, c'est un peu un modèle d'avenir. Mais à quoi ça va nous servir? Parce que c'est surtout ça qui est intéressant, et c'est là que Democracy Earth est une expérimentation intéressante. Alors c'est vraiment le tout début, hein. Pour l'instant c'est l'idée et des bouts de prototypes, de code, etc. Mais c'est pas du tout encore opérationnel. Et c'est les fondateurs effectivement de Democracy Earth argentins qui ont commencé ce projet aujourd'hui à San Francisco. C'est en fait la vision d'une ce qu'on appelle la démocratie liquide. Donc une démocratie qui fonctionnerait par délégation de vote. Donc là encore, si on repart de l'analogie du monde réel, on vote une fois pour son député, et pendant 5 ans, on peut rien dire, on peut faire toutes les manifs qu'on veut. Si vous voter l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, vous pouvez rien faire. Là, avec la délégation de vote, par défaut, votre voix, elle va être à votre député, mais sur un sujet, vous allez pouvoir lui dire « Non mais là, je suis pas d'accord, je récupère ma voix ». Et ma voix, sur la question de la loi renseignement, j'étais pas d'accord, je vais la donner à la Quadrature du Net, qui représente bien ce mouvement-là, et je suis totalement d'accord avec ces idées-là. Donc hop, le député a une voix en moins, et elle passe sur la Quadrature du Net. Sur un autre sujet, biodiversité, etc., voilà, je suis très engagé sur le sujet, bon, je sais ce que je dois voter, je récupère ma voix, je l'exerce en propre. Et d'ailleurs, tu sais que je suis très engagé sur ce sujet, donc tu vas me donner ta voix. Donc du coup, je vais en avoir plusieurs, etc. Et donc c'est des chaînes de délégation, c'est-à-dire que on a des représentants différents à chaque fois. Et donc ça, c'est un modèle qui va pouvoir à la fois répondre à cet enjeu d'avoir une participation plus dynamique, et en même temps, qui va être réaliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, personne ne peut, d'ailleurs les députés eux-mêmes ne peuvent pas, voter sur tous les textes, tous les amendements, tous les trucs, c'est demande un boulot, ils ne le font pas. Voilà. Mais là, on va pouvoir avoir des sortes de représentations un peu par défaut, des options par défaut, et puis sur certains sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent, qui nous choquent, etc., on va récupérer notre voix et on va l'exercer. Et là, on est dans une souveraineté beaucoup plus dynamique, une participation beaucoup plus dynamique. Et ça, ce modèle-là, en fait, théoriquement, il est du coup assez séduisant. C'est une perspective qu'on peut imaginer pour la démocratie demain, à plusieurs échelles, etc. Dans les faits, ça reste très compliqué à faire techniquement, parce qu'il faut arriver à gérer toutes ces informations, une fois que ce sera faisable techniquement, une fois que c'est faisable que les gens le veuillent politiquement. Encore faut-il que les gens soient prêts à ça. Mais je pense que ça va venir. C'est une transition qui est assez longue. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure du selectivisme. On part de tout en bas, on fait des petits likes Facebook, et puis 5 ans après, on se transforme en citoyen professionnel, comme on dit presque. Et l'enjeu, c'est en fait de donner des petits moyens aux citoyens de s'engager, de participer, etc. Parce que finalement, voilà, la politique, c'est quand même important, quoi. C'est notre vie. Voilà. C'est la politique de la première pierre.
Un petit peu, ouais. Eh ben, merci Les beaucoup. premiers blocs. Longue vie à Open Source Politics. Et puis, évidemment, on va suivre ça de très près. Et l'idée, Ben, c'est merci à aussi de toi. pouvoir s'inspirer de ces Civic Tech pour pouvoir, justement, on t'en parlait à la fin de cet entretien, dépasser en fait le possible et en même temps, vu que la politique c'est l'art du possible, rendre réel, si tu veux, rendre concret les avancées des Civic Tech et s'éviter le fameux dont tu parlais évidemment, civic washing, qui nous bassine un peu trop les oreilles. Merci beaucoup en tout cas, Bah, Valentin. merci à toi, Maxime. Et à très bientôt. À très bientôt. Bon courage. Ciao. Merci.